nous allons discuter avec vous d'abord l'expérience de votre pays, le Salvador, dans la lutte contre les gangs. Et le deuxième point qu'on abordera, c'est comment, et en fonction de cette expérience, vous pouvez aider la République d'Haïti. Mon cher ami, bienvenue et on est content de vous avoir. Merci beaucoup, mon ami Stanley. C'est un grand plaisir de partager avec vous l'audience qui nous écoute maintenant et dans laquelle on pourra partager cette expérience chez nous, dans laquelle notre lutte contre les gangs a réussi grâce à un plan spécial que nous avons mis sur place jusqu'au début du gouvernement du président Bukele dans l'an 2019. Donc, si vous voulez, on peut déjà commencer. Ou s'il y a avant de commencer, Monsieur le Vice-président, je suis certain que mon ami, mon collègue Cyrus Sibert va profiter pour vous saluer d'abord et on pourra rentrer directement dans le sujet. Cyrus. D'accord. Cyrus. Ça va, Sibert? Allô? Cyrus? Bon. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le vice-président. C'est un privilège de vous avoir avec nous. Donc, nous pensons que le problème des gangs, c'est un problème régional. Et donc, l'expérience au Salvador va nous aider en Haïti à aborder le problème avec beaucoup plus de comment dirais-je, de technicité, avec beaucoup plus d'expertise. Donc, c'est un privilège de vous avoir avec nous. Donc, monsieur le vice-président, comme vous le savez, les Haïtiens suivent de très près la lutte que mène le président Bukele et vous, le vice-président, monsieur Félix Ouloa, contre les gangs dans votre pays. Et les Haïtiens aimeraient voir une stratégie similaire en Haïti. Donc, nous savons que la stratégie pour lutter contre les gangs au Salvador porte le nom La main forte en créole gros pointe. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer pour les Haïtiens et comment avez-vous mis cette stratégie en place et quel est le contenu de cette stratégie pour lutter contre les gangs? Tout à fait. Merci, le privilège est moi. Et je suis très content de pouvoir partager avec le peuple haïtien cette expérience. Tout d'abord, je voudrais vous dire que notre pays s'appelle le plan de contrôle territorial. C'est un plan de 7 étapes. Nous sommes déjà dans la 4e étape. Mais la première, dans laquelle on a parlé tout à l'heure, immédiatement que nous avons pris le gouvernement dans le mois de juin 2019, il s'agit exactement de récupérer les territoires occupés pour les gangs. Et chez nous, les gangs se sont posés sur plus de 30% de le territoire national. Ils ont contrôlé toute la vie des communautés. Ce sont eux qui ont mis la loi, qui ont mis l'ordre, qui ont fait la décision sur la vie, le commerce, toutes les choses de la communauté. Donc, notre premier pas a été de récupérer les territoires. La deuxième, excusez-moi, monsieur le vice-président, quel était le pourcentage contrôlé par les gangs avant votre programme? Bon, le pourcentage a été très haut. Donc, comme on a dit, il y a eu un contrôle total du gang sur le territoire. Un tiers du territoire national a été dans les mains du tiers. Pratiquement, ils ont contrôlé les carrefours urbains et aussi dans la zone rurale. Et le taux d'homicide a été entre 15 20 homicides par jour. Quotidiennement, nous avons souffert la mort entre 15 et 20 Salvadoriens. Donc, ça c'est l'état de lieu dans lequel nous avons reçu le pays.
Donc, avec le plan contrôle territorial, la première étape a été de récupérer les territoires. Mais une fois que nous avons positionné la police et l'armée dans les territoires, la deuxième phase a été d'apporter les services publics de l'État dans cette communauté. Parce qu'auparavant, aucun fonctionnaire de gouvernement a été d'accord d'aller à cette zone, pratiquement ce sont des zones de guerre, et dans lesquelles les écoles, les hôpitaux et tous les services publics ont été pratiquement abandonnés pour l'État. Donc nous avons, dans la deuxième phase, mis sur place tous les services de l'État. La troisième phase a été l'équipement de la police et de l'armée. Ça, c'est clair. Je pense que c'est la même situation dans laquelle la police haïtienne se trouve maintenant, parce que c'est la manque de ressources. Nous avons reçu une police dans laquelle la manque de munitions, de véhicules, d'équipements, de toutes les choses de communication, etc., ont mis en un désavantage à la police quand il doit être confronté à des groupes très organisés, très bien armés, avec armes lourdes et aussi avec intelligence, discipline et ressources financières. Donc, on a réellement trouvé une force organisée avec on a calculé plus ou moins 70 000 membres de gang. C'est 70 000 membres de gang. Vous pouvez imaginer comment une force policière, plus près de 20 000 policiers pour affronter avec un désavantage de l'équipement, les armes, des véhicules et tout ce type de choses. Donc, ça c'était la troisième phase. Malheureusement, à ce moment-là, nous avons reçu de la Banque centro-américaine d'intégration économique un prêt de 109 millions de dollars pour acheter tous les équipes pour la police. Mais le Congrès a été contrôlé par l'opposition politique et ils ont refusé de ratifier cette prêt de la Banque centro-américaine. Donc, on a eu d'attendre jusqu'à la sélection de 2021, dans laquelle le parti politique du président Nuevas Ideas a gagné la majorité dans le Congrès. Et c'est à partir le mois de mai 2021 dans lequel nous avons reçu l'approbation de cette prêt de la Banque centro-américaine et nous avons les ressources financières suffisantes pour acheter l'équipement de la police et de l'armée. Et c'est après l'achat de munitions, de fusils, de véhicules appropriés, de drones, et d'augmenter le salaire et la prestation de la police. Parce que ça, c'est une autre chose. La police a été découragée à cause de las conditions laborales dans lesquelles se sont trouvés au moment que nous avons arrivé au gouvernement. Donc, le président Bukele a pris conscience qu'il pour avoir une force policière engagée et avec toute la volonté de lutter contre les gangs, il doit avoir une rétribution économique juste. Et ça, c'est une autre chose. Nous avons augmenté les bonnes financières et les salaires de la police. Et en plus d'acheter tous les équipements. Et ça, c'est ce qui nous a permis, dans cette phase, ce que nous appelons maintenant la guerre contre les gangs, que nous avons déjà capturé, emprisonné et mettre à l'ordre de la justice 43 000 membres de gangs. Ça, c'est la situation actuelle. Monsieur le vice-président, avant de continuer, et pour tous les auditeurs qui écoutent, j'aimerais faire une petite récapitulation pour eux en créole qui est très important et puis on va continuer. Donc, mes amis, comme nous sommes là,
et n'a parlé avec vice-président pays Salvador et Félix Ouloa, c'est lui-même avec président Bukele qui a dirigé pays ça. Et président ça avec vice-président ça, yo pas dans rien dedans avec gang dans pays yo. Vice-président dit que les arrivé sous pouvoir avec président, yo joint une police qui découragé et les arrivé sous pouvoir, yo joint un pays côté gang yo te contrôlé un tiers dans le territoire et dans le pays yo te gagne à peu près 70 000 membres gang. Donc c'est pour ça les présidents arrivés, président Bukele avec vice-président Félix Ouloa, yo mettent un plan en place pour yo reprendre contrôle territoire. Donc dans la première étape là, c'est ça yo fait. Donc c'est commencer à récupérer territoire que gang yo te contrôlé. Donc yo vient entrer dans deuxième phase. Deuxième phase là, c'est que tout côté dans zone côté gang yo te yo vient mettre ça les services publics, pas de service public pour communauté en vent, l'état te disparaît. Mais pendant après ça, pour que yo te équiper la police et l'armée pour casser un gang yo te besoin cob. C'est pour ça yo dans la banque latino-américaine, yo mandé prêter 109 millions de dollars américains pour acheter des armes pour la police parce que gang yo te plus équipé que la police et l'armée. Imaginez 70 000 gangs. Donc là où t'es arrivé, pas de contrôle parlement, c'est parlement t'es bloqué tout effort t'as fait pour acheter des armes pour gang yo. En 2021, parti président Bukele et que vice-président là dans le tout, vice-président Félix Ouloa, yo vinn gagner élection yo en mai 2021, yo vinn gagner majorité dans congrès. Donc là yo vinn gagner majorité dans congrès, y entré dans troisième phase là. Troisième phase plan gros point là. Yo bay la police équipement avec l'armée, yo augmenté salaire policier yo et puis Jean vice-président Sodi là, li entrer dans quatrième phase de lutte contre gang yo et mettez armes sous gang yo. Et depuis là ça, yo commencé dans quatrième phase là, yo gen mettre 43 000 gangs en bas code. Donc monsieur le vice-président, on était à la quatrième phase où votre gouvernement a déclaré la guerre contre les gangs et il y a 43 000 gangs qui ont été capturés. Donc, vous pouvez continuer pour les auditeurs. Merci. Bon, il y a des autres alors, vice-président, faut me dire peuple haïtien ou comprendre créole ou parler créole tout. C'est dommage. C'est dommage parce que ça, la belle langue des haïtiennes, j'ai oublié. Ça fait longtemps que je ne parle pas. Oubliez créole. En tout cas, on parle de la quatrième phase, donc vous avez la parole. Allô? Oui, donc on vous écoute maintenant après l'arrestation des 43 000 gangs. Donc on aimerait vous écouter pour la quatrième phase. Qu'est-ce qui a été fait en plus? Oui, mais il faut mettre l'accent sur deux choses qui sont très importantes. Très importantes pour réussir dans cette bataille contre les gangs. La première, ça a été qu'avec un congrès aligné avec le président et l'exécutif, nous avons changé, nous avons fait des réformes à la loi pénale et la loi processale pénale pour avoir les instruments légaux dans lesquels on pourra activer certaines mesures pour les combattre dedans le cadre de la loi. Et nous avons aussi déclaré l'état d'exception, que c'est une faculté selon la Constitution de la République. Donc, avec l'état d'exception, nous avons suspendu quelques garanties constitutionnelles pour donner à la police et à l'armée des facultés pour les combattre. Donc, ça c'est une chose importante. Si nous n'avons pas le cadre juridique dans lequel la force de l'ordre public peut activer, ça va empêcher aux agents de la police ou les membres de las forces armées de participer dans la façon qu'il le fait. Donc ça c'est une chose qu'on doit garder en la tête.
le cadre juridique. Et la deuxième, ça a été d'annuler tous les accords politiques entre les gangs, les patrons, les chefs de gangs, qui ont fait des accords politiques avec les anciens partis politiques. Les deux grands partis politiques qui ont contrôlé la politique chez nous, Arena de la droite, FMLN de la gauche, ils ont fait des accords pour gagner las élections. Ils ont donné des millions de dollars aux chefs de gangs pour les avoir à son côté et gagner les élections. Monsieur le vice-président, et cette partie est tellement importante pour le peuple haïtien. J'aimerais d'abord, avant que vous continuiez, monsieur le vice-président, et expliquer ce que vous venez de dire. D'accord. Et parce que c'est important pour... Mais oui, merci monsieur le vice-président. Donc, vice-président Soddi, vice-président Salvador a dit que dans le cas de gang yo, dans la guerre qu'il a fait contre gang yo, il y a deux bagailles qui sont importantes. Premier bagaille là, c'est que yo vient créer un cadre juridique qui permet yo goumen contre gang yo. Cadre juridique là, il y a deux éléments que yo ka travail sur yo parce que majorité dans le parlement c'est majorité pas yo, donc yo te gen possibilité de faire travail juridique ça. Premier bagay yo fait c'est que loi pénale là yo changer li pour casser un gang. Le premier bagay que yo fait pour yo gen cadre juridique là. Deuxième bagay là, yo mette une série de situations d'exception qui permettent yo goumen plus facile contre gang yo au niveau juridique. Et puis, deuxième bagage qui est fait, qui est très important, tout, c'est une série d'accords gang yo te signé avec deux partis politiques. Un parti politique qui est très puissant, et Salvador qui est la Arena avec un autre qui est et FMLN qui te contrôlé milieu politique là. Nèg yo, parti politique ça yo, te fait accord avec gang ça yo qui fait qu'il y a des millions qui t'a fait échange un parti politique et gang sa yo qui était basé sur activité criminelle. Ils ont annulé tout accord sa yo pour que gang pas qu'à travailler à parti politique. Est-ce qu'on comprend l'auditeur? Monsieur le vice-président, je vous écoute après cette partie où vous avez parlé de les accords que vous avez annulés entre les gangs, l'Arena et le FMLN. On vous écoute. Sans les go feedback, c'est de gérer ça dans le studio. Donc, monsieur le vice-président, on vous écoute. On continue? Oui, bien sûr. Bon, donc, dans ce contexte, où est-ce que nous sommes maintenant? Bon, je pourrais vous dire que, comme on a dit, nous avons capturé et emprisonné 43 000 membres de gangs. Et nous les avons mis dans le système pénitentiaire qui ça a créé une situation de surpopulation dans les centres pénitentiaires. Et ça a attiré l'attention de certaines organisations internationales de droits humains qui ont exprimé sa préoccupation. On les a invités de venir chez nous pour voir la situation, parce que malgré la taille, la dimension de cette opération de guerre, il n'y a pas eu aucun derramement de sang. Il n'y a pas eu de morts dans l'infiltration. Pourquoi? Parce que l'action de la police et l'armée a été supportée pour l'information qu'on a reçue et on a systématisé pendant les 3 ans que nous sommes dans le gouvernement à travers les plans contrôle territorial. Donc, quand la police décide d'aller et capturer un groupe de membres de gang, c'est parce qu'ils ont l'information, ils ont les données de tous ces gens. Donc, il n'y a pas eu besoin d'avoir des confrontations, de tirs, de sang, rien de ça. Mais les organisations de droits humains comme Human Rights Watch de Washington ou Amnesty International, ils ont mis les cris au ciel en disant attention, au Salvador, il y a un risque les droits humains. Et
nous les avons invités pour leur dire que ça, c'est une situation dans laquelle les juges, tous les juges pénals qui ont décrété la détention de ces personnes qui ont été capturées par la police, ils ont suivi les due process of law, les processus d'accord avec la loi. Et deuxièmement, nous avons commencé à construire un centre pénitentiaire pour accueillir à 30 000 internes. Et ça, c'est une chose que nous allons faire au fin de l'année. Ça va être prêt. Ça a commencé déjà. Il y a dans 20 personnes dans la construction. Et dans cette prison collective, dans une extension de plus de 200 acres de terre, nous allons coloquer tous les internes et toutes les personnes qui vont suivre les processus légaux au tribunal. Donc, c'est une fausse alarme de cette organisation de droits humains de dire que chez nous, nous avons une réponse dans le long terme, dans le moyen terme, et qu'est-ce que nous allons faire avec tous les prisonniers. Et la réponse est là. La réponse est nous allons construire une colonie pénale dans laquelle tous ces gens qui appartiennent aux gangs, ils vont être dans cette prison, séparés de les autres prisonniers qui sont pour les autres délits communs. Donc, ça va être une situation spéciale et ça sera la réponse de qu'est-ce que nous allons faire une fois que les juges donnent la sentence et à la condamnation à la nouvelle pénalité dans laquelle la nouvelle loi pénale va condamner à cette malfaiteurs. Donc, Monsieur le vice-président, je vais essayer de traduire pour nos auditeurs. Vice-président dit comme ça que yo même yo gen ta mette 43 000 gangs en bas code. Les au fin mette 43 000 gangs ça en bas code. Gon série d'organisations de droits humains qu'après l'enmoué qui dit yo récupérer et yo préoccupé d'est-ce que Salvador et a cassé un gang. Donc ça gouvernement Salvador a fait li dit droits humains ça au niveau international et mais vinn garder si nous-mêmes tout ça nous fait nous respecter la loi. Donc tout juge yo que vous mettez pour ça, yo suivent processus légal yo. Bien entendu, il dit que dans maré toute gang ça yo, li vinn créer un problème dans prison, une sorte de surpopulation de détention yo. Donc ça yo même yo fait comme gouvernement, yo va construire une prison spéciale pour gang yo qui prend à peu près 30 000 gangs côté toute gang yo ap ensemble dans colonie de gang ça, son prison qui fini dans fin année ça. Et yo va mettre toute gang ça yo dans une grande prison qui prend yo tout. Donc yo va construire ça en colonie pénale qui prend toute gang yo. Donc ça vice-président un concept ça c'est un concept intéressant, colonie pénale. Colonie pénale ça bon. Et bon. Donc auditeur son pays qui va dans rien dans avec gang. Pays ça son pays qui prend décision politique pour casser les gangs. Son pays qui prend décision légale et lui met une structure juridique pour casser un gang et lui dépenser à peu près 109 millions de dollars américains pour bailler la police à l'armée, armes que ont besoin, communication que ont besoin. En même temps tout, ils mettent une agence nationale information, intelligence pour que le système d'information que vous joignez, ils permettent que la police marre casser un gang. Donc monsieur le vice-président, merci beaucoup pour l'explication de la stratégie du Salvador pour aborder la problématique des gangs et qui, jusqu'à présent, aux yeux du peuple haïtien, connaît beaucoup de succès. La question que j'aimerais vous poser est qu'est-ce que vous avez comme suggestion pour notre pays qui confronte un grand problème et qui sabote l'avenir économique, la vie sociale et même en danger le système politique haïtien. Et qu'en matière de suggestion et offre de coopération à Haïti, comment voyez-vous ça, monsieur le vice-président? Bon,
je pourrais vous partager une expérience dans laquelle El Salvador a fait une offre d'assistance à la nation d'Haïti dans le sommet de l'Amérique latine et la Caraïbe qui s'est passé à Belize. Dans cette rencontre, moi-même, personnellement, j'ai remis un document à la délégation d'Argentine parce que jusqu'à présent, Argentina a la présidence pro tempore de la CELAC. Et nous avons remis ce document en disant qu'avec des instructions spéciales du président Bukele, je présente cette proposition d'appui au peuple haïtien, toute notre connaissance et toute notre assistance technique pour gérer la crise humanitaire et la crise de violence que vous souffrez maintenant. Et la délégation d'Argentine a pris la proposition, ils sont partagés avec le Mexique, parce que Mexico a été l'ancienne présidence de CELAC, et nous l'avons partagé aussi avec Belize, parce que Belize partage aussi la présidence pro tempore de CELAC comme membre de Caraïbes. Donc, les trois pays, ils sont conscients de l'offre de Salvador d'appuyer le peuple haïtien. Monsieur le vice, oui? Monsieur le vice-président, ce serait bon si vous pouvez partager ce document avec nous parce que je sais que la presse haïtienne apprécierait énormément de recevoir ce document pour partager les propositions du Salvador et en discuter avec les citoyens de notre pays qui vraiment qui subissent des horreurs des gangs de la République d'Haïti. Donc, si vous pouvez partager, parce que sa vice-président se dit là, il dit comme ça que en fonction d'expérience que eux même dans Salvador fait, côté à casser un gang, et ils font une proposition pour aider pays d'Haïti dans le sommet qui sont fait là, et de pays caribes comme yo, étant donné que c'est Argentine qui gagne la présidence du CELAC, ils auraient mettre proposition pour venir des Haïti by président CELAC là qui c'est Argentine. Donc moi-même délit s'il était capable de partager document ça avec nous et puis n'a pas tout journaliste pour que dans le pays d'Haïti nous font bel débat sur qui Jean Salvador a aidé nous dans casser un gang yo. Donc je vais faire la consultation parce que une fois que on a présenté à la présidence au tempo de CELAC, et qui correspond de le partager. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ce sommet, on a parlé avec le premier ministre haïtien, M. Ariel Henry, parce qu'il était présent, et nous avons eu une réunion bilatérale avec lui, et la présidence pro tempore aussi. Donc, le document, c'est aussi au sein du gouvernement haïtien. Donc, ma recommandation est, disons que vous pouvez directement demander au ministre des Affaires étrangères ou à la primature haïtienne de savoir quel est l'état de lieu, quelle est la situation de cette proposition au sein de CELAC, ou bien vous pouvez vous adresser à la ministre des Affaires étrangères de l'Argentine pour demander ça, parce que c'est une chose entre les États dans lesquels nous avons remis la proposition officielle de El Salvador. Très bien, monsieur le vice-président. Donc, je suis certain que mon ami et collègue Cyrus Sibert a quelques questions pour vous. Donc, Cyrus, c'est ma première tout connaît et font-ils par la vice-président non même. Oui, alors, c'est juste une petite question. C'est concernant l'impact de la corruption, parce que normalement, le fonctionnement des gangs est toujours lié à un facteur de corruption au niveau de la justice. Donc, c'est-à-dire, comment ça va, comment ça a été, est-ce que la justice de votre pays arrive à fonctionner, à échapper aux effets de la corruption dans le traitement des dossiers des gangs? Monsieur le vice-président?
Allô? Oui, allô. Oui, donc la question de Cyrus, et comment avez-vous géré le dossier de la justice? Est-ce que dans le cadre de la lutte contre les gangs, la justice fait son travail? Est-ce que la justice arrive à échapper à la corruption des gangs qui sont liés à des secteurs politiques? Quelle est l'influence des gangs et des secteurs politiques comme l'ARENA, le FMLN sur la justice? Est-ce que la justice fait son travail? Est-ce qu'il y a des tentatives de sabotage au niveau judiciaire Ou de corruption? C'est une question très importante. Parce que auparavant, quand la police avait capturé les membres de gang, ils les ont mis au sein de la justice et dans les 3 jours suivants, la justice les ont libérés. Donc, ça a été un cercle vicieux dans lequel la police capture les membres de gang, ils les mettent au sein de la justice et les juges, ils les mettent en liberté. Donc, comme nous étions conscients de cette cercle vicieux, une des choses qui a fait le nouveau Congrès avec la majorité du parti Nuevas Ideas du président Bukele, ça a été de changer les cadres de les tribunaux. Ils sont mis en situation de retire. Ils ont pris sa retraite. Bien sûr, ils ont reçu les prestations comme personnes en retraite, mais il y a eu un décret législatif pour faire monter de nouveaux juges. Qui sont différents, et on a aussi changé certains magistrats de la Cour suprême dans lesquels nous avons et nous étions conscients qui sont eux qui ont mis aussi les accords avec les 2 anciens partis politiques. Et il s'agit des juges qui ont été nommés pour l'ancien Congrès, contrôlé pour ARENA et le FMLN. Donc, maintenant, nous avons une justice tout à fait différente. Et avec cet état d'exception, les prisonniers, et on les met à l'ordre de juge et on ne doit attendre 3 jours pour faire l'instruction du cas, sinon que on a modifié le terme pour 15 jours. Donc ça permet à les membres de la fiscalie, de l'office de l'attorney general, de mettre les cas avec plus d'évidence. Et c'est pour ça que tous, 95% de ces membres de gang ou de personnes capturées qui sont mis à l'ordre de tribunaux, 95%, ils restent en prison. Et c'est moins de 3 à 4% qui sont libérés parce que, comme vous pouvez imaginer, dans une opération de cette magnitude, il y aura des personnes innocentes qui se sont capturées, mais ça c'est l'exception. C'est tout à fait l'exception. Donc les juges, c'est pas comme c'était dans le passé, dans lequel les membres de gang entrent au tribunal et 3 jours après, ils sont libérés. Maintenant, 95% de ceux qui sont mis à l'ordre des juges au tribunal, ils restent en prison. Merci, monsieur le vice-président. Je vais essayer de traduire ça. Sérieusement, des vice-présidents, question corruption, comment l'affecter le système judiciaire dans la guerre que le gouvernement déclaré par gang yo. Vice-président répond que effectivement c'est un gros problème et son bon question que question ça est parce que avant les au fait commencer au fait paraître yo arrêté gang n'a pas passé 3 jours en prison, juge la gueule. C'est à cause connexion politique que yo te gagné et connexion en dedans pouvoir judiciaire. C'est pour ça yo même avec support parlement, yo vinn créer un cadre légal qui me mettre que juge dans cour de cassation qui corrompu et tout l'autre juge qui corrompu yo mettez en retraite, payer ça yo ba yo pour yo mettre en retraite et yo vinn avec des juges tout neufs. En plus de ça, longtemps c'était 3 jours la Koulia avec nouveau loi que yo mettez faut que c'est 15 jours au moins qu'on fait dans prison,
li bay tribunal latent pour faire toute preuve et pour gang nan qui arrêté a et c'est ça que fait journée jodi à cause que la justice a fonctionné bien 95% nan gang que la police mettait en bas code eh ben yo fait dossier et yo été dans prison c'est seulement 4% qui lagué et il dit 4% qui lagué a gain de l'air ou faire opération policière ou faire opération avec l'armée bien quelques monde qui innocent quoi arrêté faut qu'on lagué donc autant de ba yo audité donc la caillou juge te kon lagué juge dans cour de cassation dans tout tribunal yo te kon lagué gang c'est eux même qui viennent changer ça tout juge corrompu yo mette à la retraite et gen des juges tout yo remplacé par des juges tout neufs. Donc, est-ce qu'on a l'autre question? Oui, bon, ma dernière question, c'est concernant l'impact. Est-ce qu'il y a, quels sont les impacts? Est-ce qu'on peut observer un changement réel dans la sécurité, dans le niveau de vie, c'est-à-dire comment ça va actuellement au Salvador? Le résultat de l'opération. Monsieur le vice-président? Allô, oui. Oui, donc, la question c'est quel est le résultat de l'opération? Est-ce que la situation sociale, économique du Salvador s'est améliorée depuis l'application de l'opération pour reprendre le contrôle des territoires? Et quelle est la situation aujourd'hui après ces résultats? Comment est la vie là-bas? Ouais. Ok, d'accord. Après 3 mois, un petit peu moins de 3 mois, dans lesquels nous avons commencé avec l'état d'exception, tous las communautés ont commencé à respirer une air de liberté. Parce que 16 membres de gang qui ont été contrôlés les activités économiques, surtout de les petits commerçants, de la gente commune, de les travailleurs qui ont dû payer l'extorsion. Ils doivent payer pour sortir et pour rentrer à cette communauté. C'est l'extorsion. Ou si on a un petit magasin, si on a un petit restaurant, immédiatement, il arrive les membres de gang, ils mettent l'extorsion. Tous ces gens, ils sont contents, ils sont heureux de cette opération parce qu'ils sont dit, maintenant, ça, on retourne à la normalité. Il y a beaucoup de témoignages dans lesquels la gens dit, par exemple, un commerçant qui m'a dit à mon magasin, j'ai été obligé à payer 3 fois. Un membre arrive dans la matinée, et l'autre à midi, et l'autre dans l'après-midi. Maintenant, aucune de ces personnes vient parce qu'ils sont déjà emprisonnés. Je peux donner le lunch à mes employés, à mes travailleurs, parce que j'ai cet argent. Et comme ça, on a des milliards d'histoires de gens qui se sont très contents. Et si on regarde las enquêtes, dans l'enquête, 93% de la population sont d'accord en continuer l'état d'exception. Parce que es la seule mesure que permet à l'État de faire el contrôle de las communautés. Et concernant à l'activité économique et la sécurité, on a vu réagir toute cette activité économique dans les petits commerces. Et la gente, il a commencé à respirer, comme je dis tout à l'heure, une ère de liberté, de mobilisation, des gens qui ont été empêchés de sortir avec ses enfants pour faire une promenade dans les carrefours, dans les parcs qui ont été fermés à cause de la violence. Les homicides. Nous avons passé déjà des semaines avec 0 homicides, quand le taux quotidien a été de 15-20 homicides par jour. Donc, c'est un changement et une transformation pratiquement de 180 grades dans lequel le Salvador, il y a un nouveau visage. Et les investisseurs étrangers, ils se sont décidés à investir. Nous avons déjà passé 2 championships de surf
la semaine dernière, je viens d'inaugurer un nouveau hôtel dans lequel les propriétaires de la compagnie, de les Hyatt, ils m'ont dit qu'ils se sont décidés à investir en El Salvador parce que le message de sécurité juridique et sécurité personnelle du président Bukele les a convaincus de que El Salvador c'est un autre pays. Il m'a dit, et maintenant, mes employés, mes travailleurs sont plus contents parce que la plupart de eux qui habitent dans cette zone contrôlée par le Mara, maintenant, ils viennent, ils ne doivent payer aucune extorsion à personne. Donc, la situation du peuple, la situation réelle du peuple est tout à fait différente et la plupart de la population, ils sont très contents. Et vice-président so dit comme ça que depuis après 3 mois, il a commencé opération Kasserengang yo et communauté a commencé souffler et extorsion fini et peuple là content, gain des business qui te qu'on paye 3 fois par jour, pas n'en payer encore et 93% population d'accord à politique raser gang nan et depuis on commencé programme nan te gon paquet moun qui te kon mourir chaque jour, qu'il y a pas aucun moun qui mourir chaque jour, investissement étranger à entrer dans le pays et parce que vous voyez un message de sécurité très clair, gen hôtel qui vient investir dans le pays et la trier toute bagarre marcher bien. Donc c'est ça que résultat opération. Et monsieur le vice-président, je vous remercie énormément. Mon cher et ça dit. Dernière question. Bon, très bien. Alors, comment dirais-je? Le crime organisé, généralement, les gangs fonctionnent à partir des réseaux transnationaux. C'est-à-dire que ce sont des réseaux qui sont impliqués dans des pays frontaliers. Maintenant, la question, c'est quel est le niveau de coopération avec les pays frontaliers du Salvador pour permettre au gouvernement de combattre comment dire, la dimension transfrontalière dans le fonctionnement des gangs. Monsieur le vice-président. C'est très important la question parce que, comme vous savez, nous avons des frontières avec Guatemala et Honduras. Donc, il y a eu une coordination avec le chef de la police de Honduras et le ministre de la Sécurité. Ils sont arrivés chez nous pour faire des coordinations, même situation avec Guatemala, parce que les membres de gang, comme vous savez, une fois qu'on a lancé l'opération guerre contre les gangs, ils sont pris, ils sont fuis, même à la montagne, au campement dans lequel on a commencé à les capturer. Il y a plus d'une centaine de campements dans la zone rurale dans lesquels on a capturé cette malfaiteurs. Mais il y a des autres qui ont parti à l'extérieur. Ils se sont traversé la frontière d'Honduras au Guatemala et des autres ils sont déjà au Mexique. Donc, l'idée c'est d'échapper de l'action de la police. Mais dans le cas de Guatemala et Honduras, à travers de la frontière de territoire, de les douanes et les points fermés dans lesquels ils passent comme les contrabandes. Donc, on a identifié ce type de route et avec l'intelligence et la coordination avec la police de notre deux pays sœurs, nous avons réussi d'arrêter ce groupe de personnes, de membres de gang qui ont essayé d'échapper pour la voie terrestre, pour la voie des chemins de terre. Donc, c'est important d'avoir une bonne coordination avec la police pour empêcher que les membres de gang utilisent la frontière comme un moyen pour échapper de l'action de la police et de la justice. Donc, c'est une chose très importante. Il faut le garder sur la tête qu'une action de cette taille
sans doute, il va créer des besoins des membres des gangs de quitter le pays d'une façon ou d'une autre. Même il y a des jeunes qui se sont cachés dans les zones résidentielles, ils ont abandonné les carrefours habituels parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils sont capables d'acheter des maisons grandes dans les suburbs et la zone résidentielle de la capitale. Mais c'est la même population. Et ça, c'est une autre chose. J'ai oublié ça. Mais il faut le garder dans la tête. La collaboration de la population. Parce que beaucoup, même centaines, sinon milliards de personnes qui ont été capturées, ça a été grâce à la dénonce des citoyens. Il y a eu des jeunes qui se sont cachés dans les endroits incroyables. Mais c'est la jeune qui dit, il est là, ils sont là. Cette personne, on ne les connaît pas. Donc, il appelle à la police et immédiatement, la police arrive et fait la capture. Donc, il faut garder ça dans la tête. La participation de la population, une fois que la population a la confiance dans la police et l'armée. Parce qu'auparavant, il y a eu de méfiance. Parce qu'une fois qu'ils ont mis la dénonce à la police, avant qu'il arrive à la maison, les gangs se sont déjà informés qui les a fait la dénonce. Parce qu'il y a eu une corruption dans la police et ils ont intervenu la police. Donc ça, c'est une autre chose dans laquelle la population n'a pas eu de confiance à la police. Maintenant, la confiance de la population et la collaboration pour faire la dénonce où elle se trouve ou où elle se cache, c'est important. Très bien. Et sérieusement, des vice-présidents et gang yo toujours gagnent en collaboration à l'étranger ou l'État transnational, yo même comment yo aborder question ça. Dans réponse que vice-président Bay, il dit comme ça que yo gagne collaboration pays Guatemala, pays Honduras, les yo te commencé casser un gang yo t'as fait à peu près 100 ans dans la province, gen qui te traversé Honduras, gen qui t'a Guatemala, gen même qui te arrivé Mexique. Mais comme yo te gen collaboration et Guatemala avec Honduras, ça a aidé en pile. Mais il dit que dans le cadre de ça, il est très important que la population ait confiance dans la police et l'armée, ait confiance dans l'autorité. Parce que le problème, avant que yo te arrivé sous pouvoir, président Bukele avec vice-président Félix Souloa, problème qui est arrivé avant yo même yo est arrivé sous pouvoir, les moun al porter plainte pour gang yo, moun nan pou ko retou alors les moun al porter plainte devant la police, devant autorité pour gang yo, moun sa al porter plainte pour gang yo, li pou ko rive la kay li gang yo gen tap tan ni tellement que la police te gen ta informé gang yo même moun qui vinn porter plainte pour yo. Yo même depuis yo rive sous pouvoir, yo changer ça net. Donc, bagay ça pas existé, yo nettoyer police, yo nettoyer la justice, pas gen ça encore. Et c'est ça qui fait que pour collaboration population casser un gang important pile, mais faut que la police, l'armée avec autorité yo gain confiance pour population, gain confiance dans yo, si pas gain confiance, il pas ka fait. Et monsieur le vice-président, je vous remercie beaucoup pour votre temps, mon cher ami, ça m'a vraiment fait plaisir de t'écouter ce soir. Donc, je ne sais pas si tu as un dernier mot. Merci d'avoir répondu et c'est toujours un plaisir de te parler. Bon, comme un dernier mot, pour fermer cette conversation, simplement de dire au peuple haïtien que nous sommes tout à fait à votre côté et nous sommes tout à fait avec la volonté d'aider au peuple haïtien. Donc, c'est pour moi un compromis et on le fait jusque du corps. C'est mon corps qui parle et mon corps c'est avec le peuple haïtien. Et merci Stanley pour me donner l'opportunité de partager avec vous, avec les Haïtiens, cette expérience. Et c'était un plaisir et bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. On reste en contact. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Donc, Cyrus, qui premier feedback ou son interview? Bon, premièrement, nous voyons que c'est une situation qui est presque même genre avec Haïti. Non. De caution.
A dit que tout ça Jovenel t'a fait au correct, oui, c'est exactement ça pour te faire. Mais avec